Salut à tous les Tanuki rôlistes. On se retrouve ce soir pour la suite des aventures de Chayton Arrow dans le monde mystérieux et surnaturel de Blackwater. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans les secrets de la marche des rêves et des cauchemars. Résumé des derniers événements. Ces derniers jours, Chayton, un adolescent de 16 ans pris entre les tensions de sa vie familiale et les mystères surnaturels de son héritage, a fait face à des révélations troublantes. Après une rentrée au lycée de Blackwater, marquée par des retrouvailles avec son ex-petite amie Marigold Sky Moon, Chayton a été frappé par une crise de narcolepsie en plein cours. Cette crise l'a plongé dans un rêve étrange où il a vu Marigold prisonnière d'une toile d'araignée tissée par une femme mystérieuse. Désorienté par ce rêve troublant, Chayton s'est rendu chez son grand-père Big B, l'homme médecine de la famille, qui lui a révélé la vérité sur son héritage de Dreamcatcher. Selon Big BB, les Dreamcatchers sont des êtres capables de naviguer entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Une dimension parallèle où les peurs et les désirs des gens prennent vie. Il a également averti Chayton que le rêve pourrait être un avertissement. Marigold est peut-être en danger. Même si Chayton reste sceptique face à ces révélations, il commence à comprendre que ces rêves ne sont pas de simples hallucinations. Avant de quitter la caravane de son grand-père, il a pris avec lui un carnet mystérieux et un attrape-rêve pour l'aider à comprendre son rôle en tant que Dreamcatcher. Sur le chemin du retour, Chayton a croisé un husky noir et blanc aux yeux bleus perçants. L'animal semblait innocent, mais lorsque Chayton lui a tourné le dos, le husky a laissé apparaître un sourire terrifiant et a murmuré des mots inquiétants. « Va dormir, Chayton Arrow. Cette nuit, les cauchemars viendront te trouver. » Puis, dans un panache de fumée, le chien a disparu, laissant planer une aura de mystère. Ignorant cette étrange apparition, Chayton rentre chez lui, les pensées tournées vers Marigold et les cauchemars qui semblent vouloir le poursuivre. Rendez-vous ce soir pour découvrir ce qui attend Chayton dans la tanière des Tanuki rôlistes. Que trouvera-t-il dans le carnet de son arrière-grand-père? Et surtout, quel cauchemar l'attend cette nuit? Eh bien, bonjour aussi à vous les amis. Et je pense qu'en fait, déjà, Chayton va rentrer chez lui après cette journée. Et en rentrant à la maison, en fait, je vais me diriger vers la cuisine pour ouvrir le frigo afin d'aller me prendre une bouteille de jus de fruits, histoire de boire un peu. Et en fait, j'avise que sur le port du frigo, il y a un postiche qui a été laissé par ma mère avec un petit mot pour moi. M'indiquant Chayton, j'ai réunion avec les membres du club. Je sais que c'est comme ça en fait qu'elle surnomme le gang des Spirit Coyotes. Et du coup, elle continue en me demandant du coup de m'occuper de ma petite sœur Mika, de l'aider à faire ses devoirs, de lui préparer son repas et de la coucher. Chayton rentre enfin chez lui, après une journée pleine de mystères et de révélations. En entrant dans la cuisine, il se dirige directement vers le frigo pour se prendre une bouteille de jus de fruits bien frais. Alors qu'il boit quelques gorgées, son regard tombe sur un post-it collé sur la porte du frigo. Il s'agit d'un mot de sa mère, écrit d'une écriture rapide mais soignée. « Chayton, j'ai réunion avec les membres du club. S'il te plaît, occupe-toi de Mika. Aide-la à faire ses devoirs, prépare-lui à manger et couche-la. Je rentrerai tard. Merci. » Chayton soupire en reposant la bouteille, un mélange de frustration et de devoir. Sa mère, toujours en pleine réunion avec les Spirit Coyotes, l'oblige une fois de plus à jouer les babysitters pour Mika. Il aime sa petite sœur, mais son esprit est tellement embrouillé par tout ce qu'il a découvert aujourd'hui qu'il se sent un peu dépassé. Du coup, je refais un port du frigo, je me sers vite fait un verre de jus d'orange que je vide d'un trait. Puis je vais aller poser quand même mon sac à dos en allant le jeter sur le lit.
sans ménagement, je suis un ado après tout. Et du coup, en fait, j'entends qu'il y a la télé allumée, et en fait, je vais dans le salon et je retrouve Mika allongée sur le tapis devant la télé. Du coup, je la regarde un peu amusée. Alors, c'est comme ça qu'on fait ces 2 fois, petite sœur? Shaiton termine son verre de jus d'orange d'un trait, sentant l'acidité sucrée du liquide lui apporter un bref moment de réconfort. Il pose ensuite son sac à dos sur le second lit de sa chambre, l'envoyant d'un geste négligent sur le matelas. Après tout, il a d'autres choses en tête pour le moment. En entendant la télévision allumée dans le salon, il se dirige vers la source du bruit et trouve Mika, allongée sur le tapis, complètement absorbée par un dessin animé. La scène le fait sourire. Malgré tout ce qui se passe autour de lui, la simplicité de sa petite sœur est rafraîchissante. Shaiton, avec un petit sourire amusé, lance en croisant les bras. « Alors, c'est comme ça qu'on fait ses devoirs, petite sœur ?» Mika, sans même lever les yeux de l'écran, marmonne d'un ton innocent. « Mais je les ai presque finis, promis. » Elle finit par tourner la tête vers lui, un grand sourire aux lèvres. « Tu vas m'aider, hein ?» À option 1. Te poser avec elle et l'aider à finir ses devoirs, en profitant d'un moment calme pour te changer les idées. 2. Lui rappeler que si elle finit vite ses devoirs, tu pourrais peut-être lui accorder un peu plus de temps devant la télé ensuite. 3. T'asseoir avec elle pour discuter d'autre chose, en essayant de voir si elle a remarqué quelque chose d'étrange ou si elle a fait des rêves perturbants récemment. Que décide de faire Shaiton avec Mika? Je crois que ça va être un peu de la première et de la deuxième option. En fait, je vais faussement un peu la réprimander en lui disant que, tu sais, c'est important de faire ses devoirs. Hein. Tu veux pas finir comme ton grand frère. Et du coup, je lui promets aussi que s'il fait ses devoirs rapidement et sans faire de bruit, elle aura le droit de regarder la télé après manger et juste avant d'aller dormir. Et que vu que maman est pas là, au lieu de se coucher à 21h, elle pourra se coucher à 21h30. Et du coup, je vais quand même me poser à côté d'elle, allongée sur le tapis tous les deux, et regarder un petit peu ses cahiers de devoirs et lui donner un petit coup de main pour faire ses exercices. Shaiton se laisse tomber sur le tapis à côté de Mika, jetant un coup d'œil à ses cahiers d'un air faussement sévère. « Tu sais, c'est important de faire ses devoirs. Tu veux pas finir comme ton grand frère, hein ?» dit-il en plaisantant, un sourire en coin. Mika éclate de rire, secouant la tête. « Mais toi, t'es trop cool !» répond-elle innocemment, visiblement contente de l'attention de son frère. Shaiton soupire avec exagération. « Ouais. Mais si tu fais vite et bien tes devoirs sans râler, je te laisse regarder la télé après manger et peut-être même que tu pourras te coucher à 21h30 au lieu de 21h. Mais faut pas le dire à maman, d'accord ? » Mika le regarde avec des yeux pétillants de malice. « Promis !» Il passe un moment agréable, Shaiton l'aidant à résoudre ses exercices tout en lui expliquant calmement ce qu'elle ne comprend pas. Malgré ses pensées tournées vers Marigold et le mystère qui l'entoure, ce moment simple avec sa petite sœur lui offre un court répit, un instant de normalité dans une journée pleine de mystères. Après avoir terminé les devoirs de Mika, que fait Shaiton ensuite ? 1. Commencer à préparer le repas pour Mika afin qu'il puisse manger avant de se détendre devant la télé. 2. Envoyer un message à Marigold pour t'assurer que tout va bien de son côté. Prendre un moment pour toi en lisant quelques pages du carnet laissé par ton grand-père pendant que Mika regarde encore un peu la télé. Que décide de faire Shaiton ensuite ? Mais après avoir aidé Mika à faire ses devoirs, je vais la laisser regarder encore la télé, après tout. Elle a bien le droit de profiter. Du coup, je pense qu'elle va regarder un dessin animé typique des années 97 qui passait à la télé à cette époque-là. Pendant que du coup, je vais aller en cuisine et alors, bien que je sois loin d'être
le garçon le plus doué en cuisine, surtout que je n'ai pas forcément la volonté à cet âge-là, je vais quand même faire un effort pour faire plaisir à ma petite sœur et surtout pour montrer à ma mère que je peux être quelqu'un de responsable. Et du coup, je vais aviser dans ce qu'il y a dans le frigo comme reste pour essayer de bricoler un repas. Et du coup, je vais prendre des filets de poulet que je vais couper en cubes, que je vais faire revenir à la poêle, faire réchauffer un peu de riz qui restait de la veille avec du maïs. Et du coup, je vais faire une sorte de plat, riz, maïs et poulet que je fais un peu assaisonner. Et du coup, une fois que ça sera cuit, et j'irai chercher Mika pour qu'elle mette la table, parce que c'est elle qui va mettre la table. Moi, j'ai fait avec manger, donc je considère que c'est ma petite sœur qui va mettre la table, ce qu'elle fera. Elle reste de m'aider. Et du coup, après, on va s'asseoir et commencer un peu à papoter. Je pense que je vais l'interroger sur comment s'est passée sa rentrée. Je pense qu'elle va me renvoyer la balle aussi pour savoir comment s'est passée ma rentrée à moi. Shaiton, satisfait de son bricolage culinaire, appelle Mika pour qu'elle vienne mettre la table. Toujours dans l'esprit joueur, elle traîne un peu les pieds, mais s'exécute rapidement. Une fois la table prête, il s'installe pour manger, profitant de ce moment simple. Shaiton brise la glace, un sourire en coin. « Alors, petite sœur, ta rentrée, ça s'est bien passé ?» Mika, les yeux brillants, raconte avec enthousiasme sa journée, parlant des nouveaux copains qu'elle s'est fait, des jeux dans la cour de récré et des sujets qu'elle trouve déjà trop faciles. Shaiton écoute avec attention, hochant la tête à chaque détail. Puis, curieuse, elle lui renvoie la question. « Et toi, grand frère, comment s'est passée ta rentrée au grand lycée? T'as déjà eu des embrouilles avec des profs ou des amis ?» Lui parler un peu de Marigold et de ta première journée, en restant assez vague pour ne pas l'inquiéter, mais en lui racontant les moments légers. 2. Changer subtilement de sujet pour ne pas trop entrer dans les détails de ta journée, en préférant parler du club de mécanique auquel tu t'es inscrit. 3. Lui confier que ta journée a été compliquée, sans tout lui révéler, mais en partageant le fait que le lycée n'est pas aussi simple que ce qu'elle pourrait imaginer. Que décide de dire Shaiton à sa petite sœur? Je la regarde avec un sourire amusé quand elle parle des embrouilles. Il dit voyons, Mika, tu sais bien que ton grand frère, il se met jamais dans ce genre d'histoire, voyons. Et ce qui va nous faire rire mutuellement, parce qu'elle sait que c'est faux, que son grand frère, son côté bagarreur et cherche les embrouilles, fait partie de son caractère naturel. Mais du coup, je vais quand même recentrer la discussion sur en sortant des flyers que j'ai récupérés au lycée pour lui montrer les clubs dans lesquels je me suis inscrit. Le club de mécanique et le club de self-défense, en m'amusant pour la faire rire à mimer des gestes de kung-fu pour dire t'as vu, je suis le prochain Karate Kid, comme au cinéma. Mika éclate de rire en voyant Shaiton mimer des mouvements de kung-fu, exagérant chaque geste comme s'il était vraiment le héros d'un film d'arts martiaux. « Karate Kid? Hein? Tu vas casser des briques avec tes poings maintenant ?» plaisante-t-elle tout en attrapant l'un des flyers qu'il lui montre. Elle le regarde attentivement et semble fascinée par l'idée du club de self-défense. « C'est trop cool que tu te sois inscrit là-bas, mais le club de mécanique, c'est bien aussi. T'es vraiment trop fort en tout, grand frère, dit-elle avec une admiration innocente. Shaiton, flatté, sourit à sa petite sœur. Ouais, je vais devenir un pro dans les moteurs et un maître du kung-fu, t'auras un grand frère qui sait tout faire. Le repas continue dans une ambiance détendue, les rires et les conversations légères aidant Shaiton à oublier un instant les inquiétudes de la journée. Une fois le repas terminé, je demande quand même à ma petite sœur de m'aider à ranger et débarrasser la table. Parce qu'elle va m'aider parce qu'elle est gentille. Et qu'on fait un bon duo de frères et de sœurs parfait. Et du coup, après ça, je lui autorise du coup à aller revoir un petit peu la télé avant d'aller se coucher. Et je la préviens que pendant qu'elle fasse ça, moi je vais aller un peu sous la douche, me
reposer un petit peu, me rafraîchir. Et du coup, je la laisse alors que j'entends sûrement le son d'une émission de télé. Je vais à la salle de bain, je ferme la porte derrière moi, commence à me déshabiller, puis je rentre dans la douche. Alors, en fait, on a à la maison, avant, on avait une baignoire. Mais depuis plusieurs années, ma mère a refait des travaux pour qu'on ait plutôt une douche un peu à l'italienne. Car en fait, on a déjà eu des soucis quand j'étais jeune à cause de la baignoire. J'ai déjà fait en fait à mes 8 ans une crise de narcolepsie pendant que je prenais un bain. Et en fait, j'ai failli me noyer dans ma propre baignoire. Et du coup, pour éviter ce genre de soucis, ma mère a préféré qu'on vire la baignoire pour faire plutôt une douche pour être sûr qu'en fait, je ne puisse plus avoir ce genre de problème alors que je suis sous l'eau. Et du coup, je mets l'eau un peu assez chaude, histoire de bien me dégourdir les muscles sous l'eau. Et je commence un peu à laisser mon esprit vaguer, lâchant prise et profitant de ce moment de détente. Sous la douche, Shaiton laisse l'eau chaude couler sur son corps, apaisant ses muscles et l'aidant à se détendre après une journée mouvementée. Le bruit de la télé dans le salon s'évanouit progressivement et il se laisse emporter par le moment, son esprit flottant entre la fatigue physique et les pensées qui le tourmentent. L'eau chaude le réconforte et pour un instant, il se sent en sécurité, loin des mystères et des cauchemars qui semblent vouloir s'immiscer dans sa vie. Mais malgré cette sensation de tranquillité, une partie de lui reste sur ses gardes. Le souvenir de son rêve perturbant refait surface, ainsi que la voix inquiétante du chien qu'il a croisé sur le chemin. C'est dans ce moment de semi-apaisement que Shaiton réalise combien sa vie est en train de changer. Entre son héritage de Dreamcatcher, ses inquiétudes pour Marigold et cette ombre qui plane sur Blackwater. Mais pour l'instant, il se concentre sur ce moment simple, essayant de profiter de cette pause dans une journée autrement agitée. Alors que Shaiton se laisse emporter par la chaleur réconfortante de la douche, une lourdeur familière s'empare de lui. Ses paupières deviennent de plus en plus lourdes et, avant qu'il ne s'en rende compte, il perd pied. Son corps glisse et s'effondre au fond de la douche, l'eau continuant à ruisseler sur lui. Inconscient de ce qui se passe autour de lui, il est à nouveau pris dans les griffes de la narcolepsie, incapable de résister à l'épuisement soudain qui s'abat sur lui. Heureusement, Mika, qui se dirigeait vers la salle de bain pour se brosser les dents avant d'aller au lit, entend le bruit de la chute. En ouvrant la porte, elle découvre son grand frère effondré sous l'eau. Sans paniquer, Mika agit avec précaution, comme elle l'a appris. Elle coupe l'eau et s'agenouille près de Shaiton, le secouant doucement. « Shaiton, réveille-toi. Allez, grand frère, tu peux le faire !» murmure-t-elle en le réveillant précautionneusement. Il reprend lentement conscience, les yeux embués et la tête lourde, mais le visage familier de sa petite sœur le ramène peu à peu à la réalité. Mika lui adresse un sourire rassurant. « Ça va aller. Tu es en sécurité, » dit-elle doucement, veillant à ce qu'il retrouve pleinement ses esprits. Option pour Shaiton après s'être réveillé. 1. Rassurer Mika, en lui disant que ce n'était qu'une crise passagère et qu'il va bien maintenant. Se confier à Mika, lui expliquant que ces crises sont plus fréquentes depuis quelque temps, sans tout lui révéler pour autant. Changer de sujet, en la remerciant simplement et en lui disant d'aller se coucher pendant que tu te rhabilles. Comment réagit Shaiton après cette nouvelle crise et l'intervention de Mika? En fait, quand je reprends mes esprits, je vois que ma petite sœur est juste au-dessus de moi, alors que je suis encore nu dans la douche. Et du coup, je la vis et voyant son regard un peu inquiet. Non, ça va, Mika, t'inquiète pas. C'est une de ces petites crises. C'était pas très grave et je crois que ça va pas durer longtemps. Ça va aller. Tu veux bien, s'il te plaît, me passer une serviette
Mika, toujours un peu inquiète, hoche la tête et se lève rapidement pour attraper une serviette posée sur une étagère près de la douche. Elle revient aussitôt et tend la serviette à Chayton avec un petit sourire. « Tiens, grand frère !» murmure-t-elle, soulagée de voir qu'il va mieux. Chayton, enroulé dans la serviette, prend un moment pour se remettre de sa crise, appréciant la douceur du tissu et la présence rassurante de sa petite sœur. « Merci, Mika. Tu gères toujours aussi bien la situation. » Il essaie de lui sourire pour apaiser sa nervosité. Mika, plus détendue, répond « C'est normal, je suis là pour toi, moi aussi. » Elle reste près de la porte, veillant à ce que Chayton se sente bien avant de retourner à ses affaires. Option pour Chayton. 1. Rassurer Mika davantage en lui parlant de ce qui pourrait aider à éviter ces crises à l'avenir. 2. Demander à Mika de retourner à la télé ou se coucher pour qu'elle ne se fasse pas trop de soucis et que la soirée reprenne un cours plus normal. 3. Partager un moment plus profond avec Mika en lui expliquant que ces crises ne sont pas toujours faciles à gérer mais qu'il est heureux qu'elles soient là pour lui. Comment Chayton choisit-il de continuer ce moment avec Mika? Du coup, je pense qu'on va se mettre tous les deux devant le lavabo, là où il y a le miroir. Et alors que moi je suis encore enroulé dans ma serviette et qu'elle est allée se mettre en pyjama, on va se retrouver pour se brosser les dents tous les deux devant le miroir. Et une fois qu'on aura eu ce petit geste du soir, eh bien on ira dans nos chambres respectives. Je m'assurerai que ma sœur aille directement au lit et non pas à s'amuser à prendre une lampe torche pour faire de la lecture sous les draps. Et du coup, une fois que je m'en serai bien assuré, j'irai dans ma propre chambre et j'enfilerai un caleçon propre et un t-shirt pour me poser sur mon lit. Et du coup, je pense que je prendrai le carnet de mon grand-père et voir un peu, du moins de mon arrière-grand-père. C'est pas le carnet de mon grand-père, c'est le carnet de mon arrière-grand-père. Et du coup, je commencerai en fait à le lire, tout en accrochant aussi l'attrape-rêve que papy m'a donné au-dessus de mon lit, comme le veut la tradition. Allongé sur son lit, Chayton ouvre le carnet de son arrière-grand-père, les pages légèrement jaunies par le temps, et commence à lire les premières lignes. Les mots décrivent une légende ancienne, celle de la toile d'Azibikashi, une déesse arachnide qui tissait une toile protectrice autour de la région de Blackwater. Cette toile filtrait les rêves, laissant passer les bons et piégeant les cauchemars jusqu'à leur dissipation à l'aube. Mais ce qui attire le plus l'attention de Chayton, c'est la mention d'une fissure dans la toile. Cette brèche, causée par des événements sombres, peut-être liée aux sorcières noyées ou à des rituels violents, a ouvert une porte vers un monde parallèle. La marche des rêves et des cauchemars. Un monde où les cauchemars, les peurs refoulées et les désirs cachés prennent forme, menaçant de s'infiltrer dans la réalité. Le carnet raconte comment certaines créatures cauchemardesques, nées de cette fissure, ont commencé à errer autour des chutes d'eau et de la ville de Blackwater, semant la peur parmi les habitants. Les sorcières noyées, fusionnées avec les cauchemars, continuent à chercher vengeance, leur présence marquant un danger permanent pour ceux qui se laissent capturer par leurs fils d'araignées oniriques. Chayton ferme un instant le carnet et se met réfléchissant à ce qu'il vient de lire. L'histoire résonne étrangement avec le rêve qu'il a fait de Marigold et de la femme tissant une toile. Option pour Chayton après avoir découvert cette légende. 1. Continuer à lire le carnet pour en savoir plus sur comment les Dreamcatchers peuvent interagir avec la marche des rêves et protéger les autres. 2. Réfléchir à la connexion avec Marigold, en se demandant si elle pourrait être en danger dans la marche des rêves. Essayer de se détendre et dormir, espérant que l'attrape-rêve suspendue au-dessus de son lit puisse lui apporter un peu de paix cette nuit. Que décide de faire Chayton après avoir découvert cette légende dans le carnet? Mais je pense que je vais encore continuer de lire le carnet à la lueur de ma lampe de chevet et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres informations sur cette
déesse araignée des légendes de mon peuple. Euh, je- Shaiton, intrigué par ce qu'il a déjà découvert, décide de continuer à lire le carnet à la lueur de sa lampe de chevet, cherchant plus d'informations sur Asibikashi, la mystérieuse déesse araignée. Dans les pages suivantes, il trouve des détails supplémentaires sur la figure mythique qui joue un rôle central dans les légendes de son peuple. Selon la tradition Ojibwe, Asibikashi est une déesse bienveillante qui veille sur les humains, en particulier les enfants. Elle tisse sa toile chaque nuit pour protéger ceux qu'elle surveille, capturant les cauchemars et laissant passer les bons rêves. Son rôle est de maintenir l'équilibre entre le monde des rêves et celui des vivants, filtrant les mauvais esprits et les peurs qui tentent de traverser le voile du sommeil. Mais le carnet révèle aussi que cette déesse est plus complexe qu'il n'y paraît. Asibikashi, bien que protectrice, est également une gardienne sévère du respect des traditions et des cycles naturels. Elle devient impitoyable si elle sent que son rôle est menacé ou si des forces extérieures essayent de déstabiliser l'équilibre entre les rêves et la réalité. La légende raconte qu'une fois, la toile d'Asibikashi a été affaiblie par des rituels sombres et des actes violents commis par les humains, ouvrant ainsi la voie à des cauchemars et des entités malveillantes capables de se manifester dans le monde éveillé. Shaiton découvre aussi que les Dreamcatchers, comme lui et ses ancêtres, sont en réalité des protecteurs désignés par Asibikashi. Leur rôle est de réparer et maintenir la toile protectrice, empêchant les cauchemars de s'infiltrer dans la réalité. Ils sont les garants de cet équilibre sacré, capables de naviguer entre le monde des rêves et la marche des rêves et des cauchemars. Le carnet explique comment la brèche dans la toile s'est formée au fil du temps, due à des influences extérieures et à la corruption des esprits de Blackwater. Cette fissure, bien que dangereuse, donne également aux Dreamcatchers le pouvoir de percevoir les menaces avant qu'elles ne se manifestent pleinement dans le monde éveillé. Shaiton continue de lire avec fascination, réalisant peu à peu l'ampleur de son héritage et du rôle qu'il pourrait être amené à jouer dans cette lutte entre le monde des rêves et celui des cauchemars. Option 1. Lire plus en détail sur le rôle des Dreamcatchers pour mieux comprendre ce qu'il est censé faire et comment utiliser ses capacités. 2. S'arrêter pour réfléchir à tout ce que cela implique, en commençant à se demander comment il pourrait protéger Marigold si elle est en danger. 3. Éteindre la lumière et tenter de dormir pour voir si l'attrape-rêve suspendu au-dessus de son lit fonctionne et l'aide à filtrer les cauchemars. Que décide de faire Shaiton après avoir découvert ces informations sur Asibikashi? Mais poussé par la curiosité quand même. Mais c'est un peu merdouillé. Allez-y, on va refaire. Excusez-moi. Un peu poussé par la curiosité face à ce qu'il est en train de lire. Je pense que j'ai encore tourné quelques pages du carnet de mon arrière-grand-père pour essayer d'en savoir un peu plus sur les Dreamcatchers, cette tradition visiblement de protecteurs de la toile de la déesse, et voir en fait un peu comment ils peuvent, en tant que simples humains, pouvoir visiblement voyager de manière onirique entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Shaiton tourne encore quelques pages du carnet, plongeant plus profondément dans les écrits de son arrière-grand-père. Les pages suivantes offrent des détails fascinants sur la manière dont les Dreamcatchers agissent en tant que protecteurs de la toile d'Asibikashi, ainsi que sur leur capacité unique à voyager entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Le texte explique que les Dreamcatchers, bien que physiquement humains, ont une connexion spirituelle profonde avec la toile mystique tissée par la déesse araignée. Cette connexion leur permet d'accéder à un état de conscience dans lequel ils peuvent naviguer à travers les rêves, parfois de manière volontaire, mais souvent déclenchée par des situations de danger ou de grande émotion. La narcolepsie, dont souffre Shaiton,
est décrite comme un pont naturel vers cette marche. Ce trouble du sommeil est en fait une forme d'appel, une invitation à traverser la frontière entre les rêves et la réalité. Les Dreamcatchers sont donc capables d'entrer dans un état onirique conscient, leur permettant de voyager dans la marche des rêves et des cauchemars. Là, ils peuvent interagir avec les cauchemars, les désirs refoulés et les créatures qui peuplent ce monde parallèle. Leur rôle est de maintenir l'équilibre entre les deux mondes en veillant à ce que les cauchemars ne passent pas dans la réalité. Cependant, le carnet souligne que ce voyage onirique est dangereux. Les Dreamcatchers doivent rester vigilants car ils ne sont pas invincibles dans la marche. S'ils y sont blessés ou capturés, les effets peuvent se répercuter dans le monde éveillé. Les cauchemars peuvent également manipuler les émotions et les pensées des Dreamcatchers, les attirant dans des pièges mentaux dont il est difficile de s'échapper. Le texte évoque enfin des rituels de préparation que les Dreamcatchers utilisaient autrefois pour renforcer leur lien avec la toile d'Azibika-Ashi. Ces rituels incluaient des méditations, des offrandes et des moments de purification avant de tenter de voyager consciemment dans la marche. Ces pratiques, aujourd'hui presque oubliées, permettaient d'accroître la protection spirituelle des Dreamcatchers avant d'affronter les cauchemars. Continuez à lire pour en apprendre plus sur les rituels, cherchant des indices sur comment se préparer à explorer la marche de manière plus sûre. 2. Fermez le carnet et méditez sur ces nouvelles informations, en commençant à comprendre l'importance de ton rôle dans cet équilibre fragile entre les mondes. 3. Décidez de t'entraîner à entrer dans la marche des rêves en utilisant l'attrape-rêve et en tentant un premier voyage onirique. Que fait Chayton maintenant qu'il en sait plus sur les Dreamcatchers? Je suis assez surpris en fait de voir que ça parle de la narcolepsie et que ça peut être en fait utilisé comme moyen pour les Dreamcatchers d'atteindre plus facilement la marche des rêves et des cauchemars. Cool, je suis assez perturbé de voir qu'en fait, je ne trouve peut-être pas d'une simple et banale maladie, que c'est pas comme j'avais toujours imaginé une sorte de malédiction, mais que on peut en tirer une sorte de bénéfice par rapport aux écrits de nos traditions. Donc je vais essayer, c'est pas du tout mon genre d'être assez porté sur le mysticisme, de m'entraîner à entrer dans la marche des rêves et des cauchemars. Et du coup en fait je vais m'allonger sur mon lit, reposant le carnet, prendre l'attrape-rêve de mon arrière-grand-père et le serrer dans mes mains en essayant de trouver le sommeil. Et du coup, je pense que c'est le moment idéal en fait pour que de manière hors jeu en fait, on introduise un nouveau élément de gameplay pour Chayton, en fait, un nouveau don issu de son livret de personnage que je vais te copier-coller juste là, et que je te demande du coup de m'inviter à faire un jet de dés pour voir si j'arrive à le faire fonctionner. C'est avec une étrange combinaison de curiosité et de perturbation que Chayton se prépare à tenter ce qu'il n'a jamais fait consciemment auparavant, entrer dans la marche des rêves et des cauchemars. Le fait de découvrir que sa narcolepsie, qu'il a toujours vue comme une malédiction, peut être en réalité un pont vers quelque chose de plus grand, plus mystique, change profondément sa perception. Chayton s'allonge sur son lit, posant le carnet sur le côté. Il serre l'attrape-rêve de son arrière-grand-père dans ses mains, comme s'il pouvait, par ce simple geste, invoquer le pouvoir ancestral dont il commence à comprendre l'ampleur. Il ferme les yeux, cherchant à apaiser son esprit et à entrer dans un état de calme. Alors que son souffle ralentit, ses pensées se dirigent vers le monde onirique. Voyage entre les marches. Je t'invite maintenant à faire ton jet de dés pour voir comment ce premier voyage astral se déroule pour Chayton. Lance tes 2 D6 et on verra si tu parviens à franchir la frontière entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Bien, c'est ce que je vais faire en allant sur ma fiche de personnage, en sélectionnant mon don et en faisant un petit lancer de dés.
Comme tous les G dans le PBTT, il nous faut choisir une approche et du coup là je pense que je vais y aller en lâchant prise parce que vu que je suis en train de me détendre sur mon lit, je considère que ouais, c'est la meilleure approche. Donc on va lancer les dés. 6 et 5, je crois pas de bonus, non j'ai pas de bonus d'approche. Donc ça fait 11, c'est un succès. Je vais lui dire Alia. Du coup, je viens de lancer mes dés en prenant l'approche en lâchant prise et j'ai fait un score total de 11. Du coup, c'est un succès. Peux-tu me décrire un petit peu comment cela se passe alors que j'arrive visiblement à m'endormir et à activer mon don? Alors que Shaiton s'enfonce dans le sommeil, quelque chose de différent se produit cette fois-ci. Au lieu de tomber brusquement dans une crise de narcolepsie désorientante, il sent son esprit s'apaiser, se détacher lentement du monde éveillé. L'attrape-rêve qu'il serre dans ses mains semble vibrer doucement, comme s'il résonnait avec les battements de son cœur. Un voile léger et flottant se forme autour de lui, et il se sent transporté, comme aspiré par un courant invisible. Il n'y a pas de sensation de chute, pas de perte de contrôle comme il en avait l'habitude. Au contraire, Shaiton se sent parfaitement conscient. Chaque seconde de transition lui semble claire, fluide. Soudain, il ouvre les yeux, mais il n'est plus dans sa chambre. Il se trouve debout dans un lieu étrange et éthéré. La marche des rêves et des cauchemars. L'atmosphère y est à la fois familière et étrangère. Un mélange de paysages distordus, comme un reflet déformé du monde réel. Le sol semble scintiller légèrement, comme s'il était constitué de brume en mouvement constant, tandis que des formes floues se déplacent dans les ombres au loin. Shaiton peut sentir une présence autour de lui, une toile subtile qui relie tout ce qui se trouve ici. Chaque rêve, chaque cauchemar semble être tissé dans cette marche onirique, comme un vaste réseau de fils invisibles. Et pourtant, il sait instinctivement qu'il n'est pas en danger immédiat ici. Il a le contrôle de son voyage cette fois-ci. Le lieu dans lequel il se trouve ressemble à une intersection, un point de départ vers d'autres rêves. Shaiton comprend, presque intuitivement, qu'il peut choisir la direction à prendre. Un chemin le mène vers un rêve lumineux, tandis qu'un autre semble plus sombre et tortueux, un passage vers un cauchemar. Option 1. Explorer un rêve lumineux. Pour découvrir un endroit apaisant et commencer à comprendre comment se déplacer dans la marche des rêves en toute sécurité. 2. Prendre le chemin vers un cauchemar, pour confronter directement ce monde des peurs refoulées et peut-être en apprendre davantage sur ses dangers. 3. Chercher à entrer dans le rêve de Marigold, en espérant en apprendre plus sur ce qui la lie à la marche et si elle est vraiment en danger. Quelle direction prend Shaiton dans la marche des rêves et des cauchemars? Alors déjà, en fait, elle me révèle à cet étrange endroit onirique. Je trouve, en fait, je le vois bien ressembler à une sorte de, comme si j'étais sur un fil de soie très 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 large, qui est en fait celui d'une immense toile d'araignée sur laquelle j'arrive à marcher sur chaque fil. Et en fait, je me rends compte aussi que je suis toujours pieds nus, en caleçon et un t-shirt. Et en fait, que c'est comme quand je me suis endormi, en fait. Et peut-être que je me dis que je arrive dans la marche des rêves des cauchemars de la même façon, du moins habillé de la même façon, au moment où je me couche, en fait, pour y rentrer. Et je me dis que c'est peut-être pas le meilleur moyen de débarquer comme ça, un caleçon t-shirt de pyjama, sans aucune préparation. Mais néanmoins, je pense que je vais voir en fait cette grande toile d'araignée géante qui se déroule sous mes yeux. Et en fait, chaque portion, tu sais, entre les fils de la toile, ça ressemble à des sortes de reflets de miroir qui montrent des images de rêves ou de cauchemars, comme des portails qui peuvent nous amener vers l'un ou l'autre. Et du coup, je vais suivre naturellement au feeling un fil de soie, en marchant dessus, les pieds toujours nus, et ressentir un rêve familier que je fais. Et du coup, en fait, je vais commencer à passer
l'amène dans cette sorte de portail et il glisse petit à petit dans notre bulle onirique qui est en réalité un des rêves que je fais le plus souvent. Un rêve d'un souvenir de mon enfance en fait. Je vois bien souvenir où peut-être d'après-midi de pique-nique entre ma mère, mon père, mon oncle Dick et peut-être même notre grand-père Bigby. Ma grande sœur Winona, Mika était encore petite à cet âge-là et c'est un repas de famille assez heureux et tout. Et du coup, je te laisse un peu reprendre la main pour me dire, pour me le décrire, tout simplement. Alors que Shaiton avance prudemment sur la toile onirique sous ses pieds nus, il ressent une étrange familiarité avec cet endroit. Chaque fil de soie semble vibrer doucement sous ses pas, émettant une résonance subtile avec son propre esprit. Il marche avec précaution, pieds nus, sur cette vaste toile d'araignée, un paysage étrange où chaque intersection de fils reflète des fragments de rêve ou de cauchemar. Un fil particulier, cependant, attire son attention, comme s'il reconnaissait l'énergie qu'il émanait. Ce fil semble briller d'une lueur plus douce, comme un écho d'un souvenir qu'il connaît bien. Shaiton tend la main vers le portail onirique formé par ce fil, glissant lentement sa paume à travers la surface miroitante. Il se sent aspiré par cette sensation de confort et de nostalgie. Lorsqu'il franchit le seuil, il se retrouve immédiatement plongé dans un rêve qu'il a déjà vécu de nombreuses fois. Un souvenir d'enfance. Il se tient dans un champ ensoleillé, entouré d'une herbe haute qui ondule doucement sous la brise. Le ciel est d'un bleu éclatant, parsemé de quelques nuages blancs épars. Devant lui, une grande couverture de pique-nique est étalée sur le sol, chargée de paniers de nourriture et de boissons fraîches. Autour de la couverture, sa famille est réunie dans une ambiance légère et joyeuse. Sa mère, Enola, rit doucement alors qu'elle tente de contenir Mika, encore bébé à l'époque, qui rampe avec enthousiasme vers le panier de nourriture. Cal, son père, est assis non loin d'eux, vêtu de son blouson en cuir, même lors de cette journée ensoleillée, surveillant la scène d'un regard protecteur, mais détendu. Dick, son oncle, discute avec Bigby, le grand-père, les deux hommes souriant en partageant une bouteille de bière fraîche. Non loin de là, Winona, Maud, sa grande sœur, joue à attraper un cerf-volant coloré qui vole haut dans le ciel. La scène respire la tranquillité et le bonheur familial. C'est un de ces moments rares et précieux, un souvenir d'avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Shaiton observe la scène avec un mélange de nostalgie et de réconfort, sentant un lien fort avec cette époque de sa vie. La lumière du soleil filtre à travers les branches d'un grand arbre sous lequel ils sont installés, jetant des ombres douces sur le groupe. Shaiton se sent étrangement spectateur de son propre rêve, conscient qu'il ne fait que revivre un moment passé. Pourtant, tout semble si réel. L'odeur de l'herbe, la chaleur du soleil sur sa peau, le bruit léger du vent. Il réalise qu'il a volontairement choisi de revisiter ce souvenir heureux, un refuge de sa propre mémoire où il se sent en sécurité. Option 1. Rester dans ce rêve pour profiter encore un peu de ce moment de paix et d'évasion en observant les interactions de ta famille dans ce cadre idyllique. 2. Chercher à interagir avec les membres de ta famille pour voir s'ils sont conscients de ta présence ou si ce n'est qu'une réplique onirique de ce souvenir. 3. Essayer de sortir du rêve et explorer d'autres fils oniriques. À la recherche d'un autre rêve ou d'un cauchemar qui pourrait te donner des indices sur la marche des rêves. Que fait Shaiton dans ce rêve de son enfance? Je pense que j'essaie de voir, en fait, de chercher à interagir avec les membres de ma famille pour voir s'ils sont conscients de ma présence. C'est vraiment une réplique, un souvenir onirique de ce moment-là. Ouais. Et du coup, je te laisse un peu me dire si j'y arrive ou pas, ou si c'est vraiment juste un fait que je vois le rêve. Curieux et légèrement déstabilisé par ce rêve si réaliste, Shaiton décide de tester les limites de ce souvenir onirique. Il s'avance vers sa famille, un mélange d'espoir et de doute en tête. Les rires et les discussions résonnent autour de lui, familiers et apaisants,
Mais une part de lui ne peut s'empêcher de se demander si ce n'est qu'un simple reflet du passé, un souvenir capturé dans le tissage de la marche. Il fait d'abord un pas en direction de sa mère, Enola, qui sourit en jouant avec Mika, encore bébé à l'époque. « Maman » appelle-t-il doucement, mais Enola ne réagit pas, continuant à rire et à tendre les bras vers Mika. C'est comme si sa voix ne parvenait pas à briser la barrière entre lui et cette scène figée. Chayton tente ensuite de s'approcher de son père, Cal, assis non loin. Il pose une main sur son épaule, s'attendant à ce que quelque chose change. Mais Cal reste immobile, les yeux fixés sur la scène, comme s'il ne sentait pas le contact de son fils. C'est alors que Chayton réalise que les interactions sont limitées. Sa famille, bien qu'elle soit si vivante et présente à ses yeux, n'est qu'un écho du passé. Ce rêve est une réplique, un fragment figé dans le temps, incapable de répondre à son appel. Ils n'ont pas conscience de lui, comme des acteurs rejouant une scène gravée dans sa mémoire. Ce n'est pas sans une certaine mélancolie que Chayton comprend qu'il n'est ici que pour observer. Ses souvenirs sont ancrés dans la toile onirique, mais il ne peut pas en changer la trame. Cette scène, aussi belle soit-elle, est immuable. Alors qu'il accepte cette réalité, un léger frémissement passe à travers la toile sous ses pieds, comme si quelque chose d'extérieur avait perturbé l'équilibre de ce rêve. Option 1. Rester dans ce rêve pour l'observer encore un moment, malgré l'impossibilité d'interagir, et profiter de ce souvenir heureux. 2. Explorer la perturbation ressentie dans la toile, en essayant de comprendre si elle provient d'un autre rêve ou d'une influence extérieure. 3. Sortir de ce rêve et revenir à la toile principale, pour chercher un autre chemin onirique ou explorer un cauchemar à la place. Oh non, je vais pas explorer. Que décide de faire Chayton face à cette situation? J'ai trop envie. Je pense que je vais explorer cette perturbation que je viens de ressentir dans cet étrange univers onirique. Chayton, bien que déçu de ne pas pouvoir interagir avec les membres de sa famille dans ce souvenir onirique, est rapidement attiré par la perturbation qu'il vient de percevoir. Quelque chose a frissonné sous ses pieds, comme une vibration à travers la toile sur laquelle il se tient. Ce n'est pas simplement un rêve figé, il y a autre chose, quelque chose d'étranger qui vient perturber cet équilibre. Sans hésiter, il se tourne vers l'endroit d'où semble provenir cette perturbation. Le rêve commence à se déformer légèrement, les contours des personnes et des objets devenant flous, comme si la toile qui maintenait le rêve stable se relâchait. En marchant à travers ce paysage en train de changer, Chayton ressent de plus en plus cette énergie perturbante, une présence qui ne fait pas partie de son souvenir. En avançant plus loin, il remarque que le ciel clair du rêve commence à s'assombrir. Oula! Des nuages se forment, lourds et menaçants, couvrant rapidement l'horizon. Le vent devient plus fort, faisant vaciller les arbres et les herbes autour de lui. Ce n'est plus le même paysage idyllique. Soudain, un craquement sinistre résonne. Une silhouette se dessine au loin, sombre et indistincte, se rapprochant lentement de la scène familiale. La silhouette semble se fondre dans l'environnement onirique, comme un cauchemar cherchant à se glisser dans un rêve paisible. C'est une entité étrangère, quelque chose qui ne devrait pas être là. Le cœur de Chayton bat plus fort, alors qu'il comprend que cette présence n'est pas amicale. Elle s'infiltre dans son rêve, menaçant de le transformer en cauchemar. Une étrange lumière éclaire soudain la scène, révélant une figure humanoïde voilée de ténèbres, avançant d'un pas lent mais inéluctable vers le pique-nique familial. Chayton sent instinctivement que cette créature n'est pas qu'une simple projection onirique, mais quelque chose de bien plus dangereux, lié à la marche des rêves et des cauchemars. Option 1. Confronter directement la silhouette, en prenant conscience que tu es dans un rêve et en essayant de la repousser avant qu'elle n'envahisse totalement ton souvenir. 2. Observer discrètement la silhouette pour essayer de comprendre qui ou ce qu'elle est avant d'agir. 3. Tenter de fuir ce rêve pour revenir à la toile onirique principale et échapper à cette intrusion avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Que décide de faire Chayton face à cette menace onirique? On va faire le fifou.
Bah, en fait, je vois bien cette silhouette menaçante, en fait, se diriger droit vers la couverture de pique-nique où il y a toute ma famille et inconsciemment ayant peur qu'elle s'en prenne à eux ou leur faire du mal, même si c'est un rêve, bah, je peux pas m'empêcher en fait de me diriger vers elle et d'essayer de lui bloquer le passage en fait, de me dresser entre elle et le rêve de ma famille. Shaiton, poussé par un instinct protecteur, se précipite pour s'interposer entre la silhouette sombre et sa famille. Bien qu'il sache qu'il s'agit d'un rêve, l'idée de laisser cette entité malveillante approcher les siens, même dans ce souvenir, lui est insupportable. Chaque pas qu'il fait vers elle semble ralentir le temps, l'air devenant plus épais, plus oppressant. La silhouette avance lentement, mais avec une détermination implacable. Sa forme, indistincte et voilée d'ombre, semble vibrer légèrement comme si elle n'appartenait pas à ce monde onirique. Lorsqu'elle lève la tête, Shaiton ressent un frisson glacé parcourir son corps. Sous le voile de ténèbres qui la recouvre, des yeux pâles apparaissent, perçants et inhumains, fixant Shaiton avec une intensité troublante. Il se tient désormais directement sur son chemin, les poings serrés, prêt à faire face à cette menace. Mais l'entité ne s'arrête pas. Sa voix, faible et grondante, résonne dans l'air. Tu ne peux pas protéger tout le monde. Pas ici. La silhouette continue de s'avancer et Shaiton ressent une étrange pression sur sa poitrine, comme si la force même de cette entité essayait de l'écraser. Pourtant, il reste debout, les jambes fermement ancrées au sol, refusant de céder. Les yeux de l'entité deviennent plus perçants. Des filaments d'ombre commencent à se dérouler autour d'elle, se tordant et se déformant, prêts à atteindre Shaiton. La menace est bien réelle. Cette créature ne fait pas partie de ce rêve et son objectif semble clair, détruire la paix de ce souvenir et s'emparer de ce qui y reste de positif. Shaiton sent la toile onirique autour de lui trembler, comme si la structure même du rêve était sur le point de céder. Option 1. Utiliser ton don de Dreamcatcher pour tenter de repousser l'entité, en tirant parti de ton lien avec la toile onirique pour restaurer l'équilibre du rêve. 2. Essayer de raisonner la créature, lui parler pour comprendre ses intentions et peut-être l'empêcher de nuire sans conflit. 3. Appeler à l'aide dans la marche, en espérant qu'une autre entité liée à la toile onirique puisse intervenir pour te protéger. Que décide de faire Shaiton pour protéger son rêve et sa famille de cette entité? C'est chaud là. Alors, je pense que là, face à ça, Shaitan ne s'attendait pas à tomber sur ça. Je fais vraiment pas le figure face à cette créature, donc j'arrive pas trop à saisir le concept ni la nature. Du coup, je sens vraiment l'angoisse monter à moi, la panique même, je dirais. Peut-être pas la terreur, mais ouais, vraiment une forte panique et ne sachant pas trop comment faire et surtout ne connaissant pas encore exactement la nature des pouvoirs des Dreamcatcher, je sais pas du tout comment la repousser. Du coup, je sais pas, je vais essayer de hurler, d'appeler à l'aide, d'essayer de. Peut-être que je me dis qu'en hurlant assez fort, ça va peut-être réveiller mes parents, du moins leur version onirique, qui vont peut-être m'aider. Je sais pas. Du coup, j'essaie de faire quelques pas en arrière. En fait, je vais tomber le cul contre l'herbe, alors que je suis toujours en caleçon et t-shirt, que j'ai rien en plus pour me défendre ni pour me protéger. Je recule face à cette ombre en rampant au sol et tout en appelant à l'aide. Shaiton, pris dans une vague de panique face à l'entité sombre qui avance inexorablement, sent son cœur battre à tout rompre. Il recule maladroitement, les mains tremblantes, se sentant impuissant face à cette menace qu'il ne comprend pas. Ses pieds nus glissent dans l'herbe alors qu'il tombe en arrière, les yeux écarquillés, cherchant désespérément un moyen d'échapper à cette créature qui menace d'envahir son rêve. Dans un cri d'appel à l'aide, il espère que, d'une manière ou d'une autre, ses parents oniriques ou un quelconque soutien
viendra le sauver de cette ombre qui s'approche toujours plus près. Mais rien ne bouge. Sa famille reste figée dans leurs souvenirs heureux, insensible à la menace qui se profile. Alors que la panique monte en lui, une étrange fumée noire et argentée apparaît soudain à ses côtés, tourbillonnant autour de lui avant de se dissiper en un éclair. Une forme familière se matérialise juste à côté de lui. C'est le husky noir et blanc qu'il avait croisé plus tôt dans la journée. Ses yeux perçants d'un bleu glacé brillent d'une lueur étrange et presque surnaturelle. Le chien le regarde avec amusement, ses crocs s'étirant dans un sourire beaucoup trop large pour être naturel. Sa voix, grave et moqueuse, résonne dans l'air. « Besoin d'aide, gamin ?» Le ton du chien est léger, presque joueur, comme s'il ne prenait pas la situation au sérieux. Pourtant, il se tient fermement entre Chayton et la créature sombre, prêt à agir. L'entité, visiblement surprise par l'apparition de ce nouveau venu, s'arrête un instant. Un frémissement parcourt sa silhouette, comme si elle reconnaissait la menace que représente cette nouvelle présence. Le husky jette un coup d'œil à Chayton, toujours au sol, avant de lancer un regard narquois vers l'entité. Il semble plus amusé qu'inquiet, mais il ne bouge pas encore, attendant visiblement que Chayton lui donne un signe, une autorisation. « Alors, qu'est-ce que tu choisis, gamin? Tu veux que je m'occupe de cette petite vermine, ou tu préfères continuer à ramper ?» dit-il avec une pointe de provocation dans la voix. Option 1. Accepter l'aide du husky en espérant qu'il sache comment se débarrasser de cette entité. 2. Essayer de reprendre courage, en te relevant et en faisant face à la créature toi-même, malgré la panique. 3. Interroger le husky sur son identité, avant de décider si tu peux vraiment lui faire confiance. Que décide de faire Chayton maintenant que le husky est apparu? Écoute, je pense que c'est le moment idéal pour terminer notre séance de ce soir sur ce petit cliffhanger. Et du coup, je vous propose, mes chers amis Tanuki qui m'écoutez, que nous nous retrouvions une prochaine fois pour la suite de cette étrange rencontre onirique. Ah, merci à toi et à vous, chers amis Tanukis. C'est ici que nous laissons Chayton pris dans cette rencontre onirique des plus étranges. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la suite de ses aventures et voir comment il va se débrouiller avec ce husky mystérieux. Prenez soin de vous et préparez-vous à explorer davantage la marche des rêves et des cauchemars lors de notre prochaine session. À très vite dans la tanière des Tanuki Rollistes.